Merci Madame la Présidente. Je voudrais tout d'abord vous dire que je suis particulièrement ravie de participer à cet anniversaire qui est les 40 ans de l'Association tunisienne des sciences administratives et qu'à l'occasion de cet anniversaire, nous avons non seulement nos étudiants, mais nous avons aussi nos professeurs. Et là, je suis particulièrement ravie de voir Si Mohamed Bidoun, Sayad Ben Achour, dont on est des élèves, les étudiants, les éternels étudiants. Et nous sommes ravis de les voir. Je vais vous parler de la redevabilité de l'administration. Mais j'ai choisi de formuler mon intervention de la sorte. La redevabilité de l'administration, dites-vous. Alors, j'ai choisi la forme interrogative en ajoutant à la tournure « dites-vous » parce qu'il ne va pas sans dire que l'administration est redevable. Je parle donc d'un doute sur la redevabilité lorsqu'elle est liée à l'administration. Et j'expliquerai les raisons de ce doute et je démontrerai que ce doute a toutes les raisons de se conforter, mieux encore, de se dissiper vers un constat indéniable de l'inconvenance d'une telle notion en droit administratif. Pour les besoins de ma démonstration, je pars de la définition de la redevabilité. Alors, dans le dictionnaire Robert, on trouve être redevable, c'est être débiteur d'une obligation envers quelqu'un. Par conséquent, on est là dans un rapport donc de créancier et de débiteur. Alors, l'article 15 de la Constitution nous dit que l'administration publique est redevable. Donc, il fait, si vous voulez, il rend l'administration publique redevable. Mais, qu'est-ce que l'administration publique? Et quelle différence fait-on entre l'administration publique et l'administration tout court? Pour avoir la définition de l'administration publique, c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui nous donne la définition de l'administration publique et la distinction avec l'administration. C'est en effet dans un arrêt du 17 décembre 1980 que la Cour interprète l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui détermine le contenu de la libre circulation des travailleurs et qui dit que cet article-là s'applique sauf pour les employeurs dans les emplois de l'administration publique. Et c'est là où la Cour nous donne la définition de l'administration publique en affirmant que si l'administration correspond à la fois à une organisation et une fonction, l'administration publique est celle qui est cantonnée à l'exercice de la puissance publique. Par conséquent, les constituants ont entendu rendre la puissance publique débitrice. Débitrice, mais débitrice à l'égard de qui? L'article 15 nous donne deux protagonistes. L'intérêt général d'une part, le citoyen d'autre part. Être débiteur envers l'intérêt général, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie peut-être, c'est là, on parle de l'opposition entre les intérêts particuliers et l'intérêt général. Mais ce raisonnement ne tient pas, parce que tout à l'heure je vous ai dit que quand on définit la redevabilité, on trouve que la redevabilité c'est être débiteur à l'égard de quelqu'un. Donc le lien de la redevabilité est un lien nécessairement personnalisé. Par conséquent, on n'a pas d'autre choix que d'exclure l'intérêt général et de focaliser notre intérêt sur le citoyen. Mais qu'est-ce qu'un citoyen? Un citoyen, bien entendu, là, ce n'est pas la définition du citoyen de manière générale, c'est-à-dire la personne qui assiste à la vie en communauté, c'est-à-dire l'exercice politique ou la participation à l'exercice politique. La citoyenneté qui est visée ici, c'est la citoyenneté administrative, puisque l'article 15 traite donc de la redevabilité, entre autres, donc dans le cadre de la relation entre administration et citoyen. Alors, Éléard, qui a traité la notion de la citoyenneté administrative, commence par nous dire que c'est une notion contradictoire. Parce que d'une part, on a la citoyenneté et donc la participation à l'exercice d'une part du pouvoir, et d'autre part, on a l'adjectif administratif qui renvoie à l'unilatéralité et à l'autorité. Mais cette contradiction a été dépassée par la loi du 12 avril 2000 sur la citoyenneté administrative, la loi française bien entendu, qui institue la citoyenneté administrative
rapport bilatéral entre la puissance publique et le citoyen fondé sur des droits et des obligations de chacun de ces deux parties. Donc cette définition de la citoyenneté administrative renvoie à une subjectivisation du rapport puisqu'on parle de droits et d'obligations. Donc, on a un rapport qui est fondé sur la personnalisation, un rapport personnalisé et un rapport nécessairement subjectif. Alors, pourquoi je vais vers la subjectivité? Parce que la notion de la subjectivité me renvoie sur le terrain d'une théorie qui est la théorie des droits publics subjectifs. La théorie des droits publics subjectifs est une théorie allemande qui n'a pas été accueillie en France entre les deux guerres. Particulièrement, elle a eu une opposition de Kelsen et de Duguay, qui voulait à ce moment-là influencer, si vous voulez, ou imposer l'objectivité du droit administratif. Et en 2003, M. Norbert Foulquier nous soutient une très belle thèse sur l'émergence de la notion des droits publics subjectifs pour nous dire que c'est une notion qui est actuelle et qui doit s'imposer dans le droit positif actuel. En 2010, l'Association française des droits administratifs lui réserve un numéro spécial mettant l'accent sur la nécessité d'englober dans le droit administratif cette notion de droit public subjectif. Alors si je vous parle de ce regain d'intérêt de la notion des droits publics subjectifs, c'est parce que c'est cette conception des droits publics subjectifs qui a été entérinée par nos constituants dans la définition de la redevabilité de l'administration. Parce que, qu'est-ce qu'un droit public subjectif? Un droit public subjectif, c'est le pouvoir d'exiger de la puissance publique des droits créances. C'est-à-dire qu'on est là dans le cadre de la redevabilité à l'égard de la puissance publique. C'est-à-dire que la puissance publique est redevable à l'égard des citoyens, et donc c'est un pouvoir d'exiger de la puissance publique des droits créances. Alors, cette définition-là me conduit à une précision, d'une part, et à deux exclusions. La précision, c'est que la redevabilité de l'administration s'analyse nécessairement du seul point de vue du lien de droit entre la puissance publique et le citoyen, le seul vinculum iuris. C'est-à-dire que là, ce n'est pas l'objet du droit qui nous intéresse. Alors, pour moi, ça importe peu, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à la sécurité, ça importe peu. Ce n'est pas l'objet des droits qui est visé ici par l'analyse, mais seulement le vinculum iuris, c'est-à-dire le lien de droit entre la puissance publique et le citoyen. Mais ceci me conduit à deux exclusions. La première, c'est que j'exclus la redevabilité de l'administration envers les autorités constitutionnelles ou envers les autorités juridictionnelles comme la Cour des comptes. Et la deuxième exclusion, c'est que j'exclus la redevabilité de l'administration, c'est-à-dire les obligations générales qui, si vous voulez, qui sont dépourvues de liens subjectifs, par exemple le droit à la légalité, parce que le droit à la légalité, c'est une obligation générale, bien que je traiterai un peu de la légalité sur le plan du recours pour excès de pouvoir, mais c'est une obligation qui ne rentre pas dans le cadre de l'analyse, parce que, comme je viens de le limiter, la redevabilité nécessite la personnalisation et la subjectivité nécessairement. Alors, donc, quand j'ai posé la question de la redevabilité de l'administration, dites-vous, je pose en réalité la question de la pertinence de l'énonciation constitutionnelle de la redevabilité dans la Constitution. Est-ce que c'est pertinent de dire que l'administration publique est redevable? Je démontrerai que c'est une énonciation qui n'est pas du tout pertinente, parce que le pouvoir d'exiger est insaisissable et parce que le droit de créance est insoutenable. Alors, l'insaisissable pouvoir d'exiger. Alors, la Constitution du 27 janvier 2014 comporte un nombre important de prestations qui sont attribuées à l'État et qui peuvent s'analyser donc en un lien de redevabilité à l'égard du citoyen. Alors, transposé au plan du droit administratif, ce lien de droit s'analyse nécessairement par le rapport entre l'administration et l'usager du service public. Et là, je distinguerai entre trois types d'usagers.
D'abord, le candidat usager, ensuite l'usager effectif, enfin l'usager situé. Le candidat usager, c'est-à-dire que là on a une prestation, mais le service public n'est pas encore créé. On connaît la règle du droit administratif qui nous énonce que les citoyens n'ont pas droit au service public, n'ont pas droit à la création des services publics. Mais là, la donne a changé. Parce que là, aujourd'hui, avec la Constitution de 2014, il faut composer avec une donnée constitutionnelle. Ça veut dire qu'on a une Constitution qui prévoit un service public, qui prévoit une redevabilité, une action administrative qui est prévue par la Constitution. Comment peut-on la traduire sur le plan du droit administratif? Eh bien, le citoyen n'a pas droit, ou n'a pas les moyens d'exiger ou de contraindre le législateur de créer un service public. La seule possibilité peut-être, parce que là, si on reste dans cette configuration-là, il y a des données constitutionnelles et administratives qui sont mélangées, mais la seule configuration, c'est que si on se place du côté du droit administratif uniquement, le citoyen a le droit de provoquer un refus tacite ou implicite de l'administration. Et là, on se placera donc sur le plan de la juridiction administrative, mais sur ce point bien particulier de l'usager candidat usager, il y a une interférence entre les données constitutionnelles et les données administratives, parce qu'il y a une intervention d'un contrôle constitutionnel et d'un contrôle administratif. Là où on va sur le plan du droit administratif uniquement, c'est sur le plan donc, du candidat de l'usager effectif. Alors l'usager effectif, qu'est-ce que l'usager effectif? Bien entendu, c'est celui qui réclame de l'administration le bon fonctionnement du service public. Mais je ne préfère pas traiter la question du bon fonctionnement parce qu'elle relève de la performance de l'administration quand on parle de bon fonctionnement de l'administration. Mais ce que je vais traiter, c'est que est-ce que le citoyen a, encore une fois, en présence de cette donnée constitutionnelle, droit au maintien du service public? Parce qu'on sait que sans cette donnée constitutionnelle, on sait que le citoyen ou l'administré n'a pas le droit au maintien du service public, c'est-à-dire que l'administration peut supprimer le service public. Est-ce que dans ce cas-là, on peut dire que la Constitution a institué un droit public subjectif en faveur du citoyen? Eh bien non. Parce que, quels sont les moyens qui sont donnés à l'usager effectif? Eh bien seulement, il peut, dans le cas où l'administration supprime un service public, il peut attaquer pour incompétence et pour atteindre au principe des parallélismes des formes. Et donc là, on est devant la juridiction administrative, on revient au recours de la légalité, au recours objectif de l'excès de pouvoir, et on ne peut pas dire que là, l'usager a un droit public subjectif au maintien du service public, même en présence de la donnée constitutionnelle. Troisième type, je parlerai avant cela, je termine avec l'usager effectif. Alors l'usager effectif, si vous voulez, ou l'usager du service public de manière générale, peut rendre l'administration redevable dans un cadre bien particulier. Et il n'y a que ce cadre-là dans lequel on peut rendre l'administration redevable, c'est cette distinction fondamentale et propre au droit administratif qui est la distinction entre la compétence liée et la compétence discrétionnaire d'une part. Donc la compétence liée et la compétence discrétionnaire. Alors, j'explique cette distinction et je vais faire aussi quelques exclusions. Alors la compétence liée et la compétence discrétionnaire, c'est seulement lorsque l'administration est obligée d'agir dans un sens, c'est-à-dire dans le cadre de la compétence liée, qu'on peut parler d'un pouvoir d'exiger. Lorsque l'administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire, on ne peut pas parler d'un pouvoir d'exiger. Et cette distinction fondamentale, je disais que c'est l'unique option parce que je refuse, si vous voulez, et je rejette deux conceptions qu'on a vues appliquées au droit administratif. C'est la mesure de l'obligation de faire et de ne pas faire, et de l'obligation de moyens et de l'obligation de résultat. En droit administratif, on ne peut pas parler d'obligation de faire ou de ne pas faire. Parce que l'administration peut ne pas faire alors qu'elle a une obligation de faire et elle ne sera pas pour autant sanctionnée. Je prends pour exemple l'arrêt QTAS. Dans l'arrêt QTAS, c'est un usager qui dispose d'une décision juridictionnelle et qui voudrait l'appliquer. L'administration refuse de lui appliquer cette décision juridictionnelle
juridictionnelle parce qu'elle préfère faire prévaloir l'ordre public sur cette décision, et pourtant le Conseil d'État nous dit ce n'est pas une faute, c'est une responsabilité sans faute. Donc c'est une obligation, on a failli à l'obligation de faire et on n'a pas été sanctionné. Donc la notion d'obligation de faire et de ne pas faire ne s'applique pas en droit administratif. Encore moins l'obligation de moyens et l'obligation de résultat. Je me réfère à l'instance provisoire du contrôle de la constitutionnalité des lois qui nous dit que l'article 46, l'État, le terme tas'a, c'est une obligation de moyens, mais l'État ne peut pas être soumis à une obligation de moyens parce que l'État dispose de l'exorbitance. Dans la mesure où l'État peut tout faire, dans la mesure où l'État peut aller jusqu'à l'excessif, dans la mesure où l'État peut aller jusqu'au trop, on ne peut pas lui exiger le faire de son mieux, qu'exige l'obligation de moyens. L'État peut tout faire, on est dans l'exorbitance, on refuse l'obligation de moyens, on refuse l'obligation de résultats. Il n'y a que les deux unités de mesure, la compétence liée, la compétence discrétionnaire. Sauf que, même sur le choix fait par le législateur de donner à l'administration une compétence liée ou une compétence discrétionnaire, sur ce choix-là, le citoyen n'a aucun pouvoir d'exiger. N'a aucun pouvoir d'exiger. Donc, on revient encore une fois à l'insaisissable pouvoir d'exiger. Je finis par ce que j'appelle l'usager citoyen. Qu'est-ce qu'on entend par l'usager citoyen? L'usager situé, c'est l'usager qui est prédéfini. Par exemple, il y a dans la Constitution le prisonnier, l'handicapé, l'enfant, etc., etc. Et si on se réfère par exemple à l'obligation de l'handicapé, qu'est-ce qu'on trouve dans la Constitution? Eh bien, on trouve une disposition par exemple Or, qu'est-ce que l'intégration totale, sinon laisser un pouvoir discrétionnaire à l'administration de déterminer la voie par laquelle ce droit, supposé être un droit créance, va être appliqué. Alors, je vais, si vous voulez, renforcer ma démonstration par deux interventions législatives, une française, une tunisienne. La première référence législative française, c'est la loi du 5 décembre 2007 sur le droit au logement opposable. Alors, si le législateur a eu besoin d'intervenir pour le droit au logement opposable, c'est que le droit au logement n'est pas suffisamment garanti. Parce que qu'est-ce que l'opposabilité? Les civilistes nous le diront. L'opposabilité se fait toujours à l'égard des tiers. Or là, on doit opposer un droit à l'autorité qui elle-même va nous conférer ce droit, qui est l'autorité administrative. Et donc, à partir du moment où on parle d'opposabilité, ça veut dire que le droit en soi, même s'il est énoncé, il n'est pas suffisamment garanti. Alors, je voulais traiter du droit à l'indemnité aussi, mais puisque je n'ai pas beaucoup de temps, c'est l'exemple tunisien, le droit à l'indemnité tel que prévu par le décret du 24 octobre 2011. Juste, je dirais un mot, c'est que ce droit à l'indemnité-là, c'est un droit qui définit, si vous voulez, la victime du préjudice, elle est définie par le texte. Et c'est ça le propre des fonds d'indemnisation. Quand on veut obtenir une réparation par un fonds d'indemnisation, on doit nécessairement recourir à une notion qui est prédéfinie, la notion de la victime, contrairement à la notion de responsabilité, où c'est le juge qui détermine la notion de victime. Alors, même si la notion de victime elle est déterminée par un texte, mais jusqu'à aujourd'hui, les blessés de la Révolution n'ont pas reçu tous une indemnité, même si c'est un droit garanti. Pourquoi? Parce que l'administration intervient toujours pour modifier les conditions, pour les ajuster, etc., etc. Donc même si on peut avoir un droit créance prévu par le législateur, renforcé par une donnée juridictionnelle, il reste toujours donc insaisissable par l'intervention, surtout du pouvoir discrétionnaire de l'administration. Alors, sur le plan du contentieux, et c'est là où je vais te montrer l'insoutenable droit créance. Alors, pourquoi ce droit créance est-il insoutenable? Eh bien parce que je vais me placer à deux niveaux, au niveau de la responsabilité et au niveau du contentieux de la légalité. Alors, dans le contentieux de la responsabilité, pourquoi on n'a pas de droit créance? Parce que les droits des usagers et les droits des usagers ayant droit à la responsabilité administrative ou qui engagent une action en responsabilité administrative ne se superposent pas. Parce que pour obtenir une action en responsabilité, il ne suffit pas d'être usager. Il faut être usager victime d'un préjudice. Et pourquoi il faut être usager victime d'un préjudice? Parce que l'administration peut commettre une faute et le
engager la responsabilité administrative. À partir du moment où la faute n'est pas de nature A, ça veut dire que c'est une obligation qui n'a pas été sanctionnée. Si c'est une obligation qui n'a pas été sanctionnée, c'est qu'elle n'en est pas une. Alors, premier exemple, la responsabilité pour faute. Si je me place au niveau, si vous voulez, de la responsabilité administrative, je vais prendre l'exemple de la réparation de la perte de chance. Est-ce que quand le juge administratif me répare la perte de chance, ceci signifie que l'administration doit garantir la chance aux administrés? Pas du tout. La perte de chance est une catégorie autonome de préjudice qui n'a rien à voir avec les usagers du service public. Ce qui affirme, ce qui confirme que les droits des usagers et les droits de la personne ayant droit à un recours en responsabilité ne se superposent pas. Je vais juste me référer à la responsabilité sans faute et je vais finir par là. Alors, pour la responsabilité sans faute, si je prends encore une fois la REQTA, si je prends le principe de la rupture de la responsabilité pour la rupture d'égalité devant les charges publiques, bon, on peut dire que puisqu'il y a réparation de rupture, donc l'administration a l'obligation de garantir l'égalité. Or, si on voudrait se placer du côté de la responsabilité sans faute, on peut dire que là, l'administration n'a pas commis de faute. Mais on peut, ce même arrêt QTS, on peut le transposer au plan de la faute. Et si je le transpose au plan de la faute, je dirais qu'il y a une erreur manifeste d'appréciation. Parce que l'administration a choisi l'ordre public sur un autre droit qui est l'autorité de la chose jugée et de jouir de l'autorité de la chose jugée. Et dans ces deux situations, je voudrais juste attirer votre attention, c'est que s'il y a des fondements interchangeables, c'est que ce n'est pas le fondement réel, c'est que le fondement est ailleurs. Et c'est ce que Mme Cormier nous a démontré dans sa thèse. Elle nous a dit que le fondement de la responsabilité sans faute n'est pas la rupture d'égalité, il est dans le dommage anormal. Et je soulignerai au passage que quand on parle de dommage anormal, quand on parle d'erreur manifeste d'appréciation, on laisse une large marge de manœuvre à l'administration, parce que le dommage normal n'est pas réparé et l'erreur qui n'est pas manifeste n'est pas réparée. Donc on institue un seuil au-delà duquel on peut parler d'une action administrative blâmable. Pour le reste, il y a pouvoir discrétionnaire. C'est ce qui rend ce pouvoir donc de droit de créance un pouvoir insoutenable. Je finis par dire, sans traiter là le contentieux de la légalité, parce que je n'ai pas le temps, je finirai par dire qu'il n'y a pas de redevabilité de l'administration publique. Parce qu'en droit administratif, les relations entre la puissance publique et le citoyen ne s'analysent pas en rapport de créancier à débiteur. Parce que dans le droit administratif, les relations sont des relations de conciliation des intérêts de l'État avec ceux des particuliers. Il n'y a que cette possibilité de conciliation. Parce que les droits des particuliers ne sont pas l'objet de l'action administrative, elles sont ses limites. Et c'est là au but de la redevabilité de l'administration. Il n'y a pas de redevabilité de l'administration. Je le dis, je l'affirme, je l'assume, et vous remercie.